avec nous. Elle va nous parler aujourd'hui du coping par la posture et elle a une petite modification par rapport au thème, donc elle va le faire au fur et à mesure. Donc je vous laisse la parole, Aurélie, et comme on s'est mis d'accord, on fera les interventions et les interactions au fur et à mesure par la suite. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Parfait. Bonjour, vous m'entendez? Parfait, madame. Ok. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour la deuxième fois à assister donc, à MEDRH. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, avant le Covid, et j'avais pu me déplacer. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, je suis Aurélie Marchal, je vais me représenter très rapidement parce que c'est pas ça le sujet. Voilà, j'accompagne les entreprises en fait dans leur projet de transformation en m'appuyant sur la pensée design ou le design thinking, qui est donc l'état d'esprit des designers et également leur manière de travailler, donc voilà, leurs outils, leur démarche et leur état d'esprit. Donc, j'accompagne les entreprises dans leur projet de transformation et je fais aussi maintenant des formations pour transmettre ma propre démarche. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé avec Maha de faire un focus sur la posture, en fait, que je pense pertinente à avoir dans le monde de l'entreprise pour mieux engager les collaborateurs et dynamiser les entreprises. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Voilà. Et je vais me mettre en format diaporama. Voilà. Donc, en fait, la première posture qui, pour moi, est essentielle et qui est bien connue, mais je trouve que c'est important néanmoins d'y revenir et avec un regard un petit peu particulier. Vous le savez tous, je pense, c'est la recherche de sens. J'ajoute avec exigence parce que c'est quelque chose qui doit être vraiment constant. Faut souvent se le rappeler. Et j'entends par la recherche de sens le but, parce que souvent on entend certains d'entre vous doivent connaître le why, donc on traduit par pourquoi, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la nécessité de parler de but. Donc avoir un but commun, on le sait tous, ça engage et ça fédère, donc c'est vraiment essentiel. Donc comment au quotidien on peut incarner cette recherche de sens? Je vous donne un petit exemple. Il y a Marc ici qui se dit « Pourquoi dois-je faire un retour à mon client ?» Et il se dit c'est parce que c'est mon job, c'est du vécu. Hein. Je l'ai entendu, j'ai questionné une personne qui m'a dit ça. Voilà, il me dit parce que c'est mon job. Okay, donc c'est une manière de voir les choses. Et effectivement, quand on se pose la question pourquoi, ou quand on pose la question pourquoi à une personne, le réflexe, c'est de répondre parce que. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de penser non pas au pourquoi en un mot, qui en fait effectivement amène à nous donner des causes, parce que en fait quand on dit parce que quelque chose, c'est qu'on donne en réponse une cause de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je vous invite à poser la question du pourquoi en 2 mots, qui est synonyme de dans quel but. Et donc là, si on demande à Jean dans quel but, ou si Jean se demande dans quel but il doit faire un retour à son client, la réponse sera pour quelque chose, et pas parce que, donc à la recherche, mais pour, donc pourquoi? Pour le satisfaire. Et donc en retour, Jean sera content, enfin le client sera content, pardon, et il le montrera à Jean, donc Jean sera content. Donc en fait, vous voyez avec ce petit exemple très simple, je pense que vous pouvez vous y projeter assez facilement, que quand on se pose la question du pourquoi, attention. Et c'est devenu un réflexe maintenant, enfin plusieurs fois je me suis fait avoir, je demandais pourquoi, et la réponse ne me satisfaisant pas, maintenant je switch dans ma tête et je demande dans quel but. Donc c'est beaucoup plus dynamisant, positif de chercher la question du but.
Au-delà de ça, au-delà de ce petit exemple, on va dire, un quotidien, en fait, ça rejoint aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de personnes qui posent la question aux personnes qui construisent les pyramides. Il y en a qui disent ben, je monte un mur, et il y en a d'autres qui disent je construis la pyramide. Donc c'est vraiment cette idée d'aller chercher le sens qui soit le plus satisfaisant possible, le plus motivant. Ensuite, attendez, voilà, je me suis trompée. Je suis allée trop vite. Donc, c'est aussi important de rechercher le sens pour résoudre des problèmes complexes. Parce que je pense que la recherche des causes est utile si on est face à un problème simple à résoudre. Par exemple, il y a un cambrioleur qui est rentré chez vous. Pourquoi? Vous pouvez aller chercher le pourquoi en un seul mot. Quelle est la cause? Vous avez laissé la fenêtre ou la porte ouverte. Donc là, effectivement, c'est intéressant d'aller chercher la cause. C'est aussi intéressant d'aller chercher les causes ou la cause si on a besoin d'identifier des coupables. Enfin, je me suis rendu compte que on a besoin d'obtenir la compréhension et la compassion de notre interlocuteur quand on a fait quelque chose justement et dont on ne maîtrise pas la cause. Donc en fait, je me suis rendu compte que quand on dit c'est parce que quelque chose, j'ai fait ça parce que quelque chose, en fait, on ne cherche pas à résoudre le problème, on cherche à obtenir la compréhension et la compassion de notre interlocuteur. Donc je ne dis pas que c'est inutile, hein, ça peut être très utile, mais ce n'est pas très opérant pour trouver une solution. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens très bien, ça m'est arrivé à un moment, je faisais une formation, et plus je fais des formations, plus j'apprends de choses des personnes que je forme, donc plus j'ai de choses à transmettre. À un moment, mes consignes pour un exercice, ça devenait assez confus parce que j'avais trop de choses à dire. Et donc, lors du moment du retour, des personnes me l'ont dit, comme quoi, voilà, c'était assez confus. Et donc, ma première réaction, ça a été de me dire, ah oui, c'était confus parce que... Et en fait, j'ai bien senti que je me cherchais des excuses, en fait. Et je me suis dit, ça sert à rien. En fait, prends le point. Ils te disent que c'était confus, c'est quoi leurs besoins et quel est ton but, que ça soit le plus clair possible pour eux, donc trouve une solution. Et ensuite j'ai compris, ma première réaction, si j'étais restée dans les causes, ça aurait été de chercher à donner toutes mes consignes de manière hyper structurée, et en fait en recherchant par rapport au but, quel est mon but, qu'ils arrivent au mieux à faire l'exercice, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je leur dise tout, il fallait que je procède par palier. Donc ça m'a donné des informations plus intéressantes pour résoudre le problème. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai ressenti que j'étais en train d'aller chercher les causes, c'était pour quelque part essayer de me chercher des excuses. Voilà, donc c'est un point d'attention que je souhaitais vous transmettre. Donc, puisque la démarche de recherche des causes n'est pas la plus optimale face à une trop grande complexité, que pouvons-nous faire? Donc déjà, pourquoi c'est pas optimal d'aller rechercher les causes? Parce qu'en fait, quand on est face à une problématique complexe, en fait, tout est tellement interrelié, c'est l'effet domino. Tout a eu des conséquences sur tout, donc ça devient d'une complexité, on va dire, indémêlable. C'est comme si on devait démêler des pelotes de laine qui étaient complètement imbriquées. Donc ça va nous prendre énormément de temps, et en plus, potentiellement, ça risque de nous amener dans un mur, dans une mauvaise direction qui ne sera pas la plus optimale pour résoudre le problème. Okay. Au-delà du fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, ça nous met juste dans l'impasse de « je me cherche une excuse ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de laisser le passé avec ses causes de côté pour vous tourner vers votre but, dont on en revient au sens
à la finalité, le haut de la montagne dans le futur, ce que vous voulez atteindre, en regardant avec lucidité le présent par contre. C'est ça, c'est hyper important et ça va être en fait la base de tout ce que je vais vous dire ensuite durant cette conférence. En intégrant les besoins et les contraintes de l'ensemble des parties prenantes concernées par votre problème à résoudre. Et là, ça vous permettra d'avoir les bases pour pouvoir inventer des solutions qui soient pertinentes. D'accord ? Et donc sur la droite, c'est un petit exemple lié à la pandémie. C'est juste pour vous illustrer le fait que lorsque le confinement a été mis en place, et donc les libraires notamment, ils se sont pas dit, ils n'ont pas fait une analyse des causes, ils avaient juste besoin de continuer à vendre. Et donc ils se sont dit c'est quoi nos besoins, c'est quoi les besoins de nos clients, et ils ont mis en place le click and collect. Je cherchais le terme, c'est un mot qui a pas anglais. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que se focaliser sur le besoin, sur le présent, pardon, sur les besoins présents pour se reconnecter à son but dans le futur. La deuxième posture, donc on vient de voir la première qui est la recherche de sens, la deuxième posture qui me paraît essentielle, c'est l'humilité et l'entraide. Je vais vous poser une petite question, enfin je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous proposer de prendre 1 minute pour dessiner une personne que vous voyez à environ 5 mètres de vous. Donc prenez une feuille, un crayon, il n'y a pas d'enjeu, je ne vais pas vous demander de vous montrer le dessin. C'est juste si vous voulez bien faire ce petit exercice. Donc vous prenez une personne qui est assez loin, l'idée c'est qu'elle soit assez loin de vous, mais que vous voyez quand même des éléments importants de voilà, de cette personne et pas juste la silhouette, mais que vous puissiez voir des bras, des jambes, et vous essayez de dessiner cette personne. Voilà, je vous laisse 1 minute, donc c'est très rapide. Terminé. Alors, je vous ai fait faire ce petit exercice. Je ne vais pas pouvoir récolter vos ressentis, mais je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui savent dessiner. Ce qui me paraît intéressant dans le dessin, c'est que les dessinateurs, ils sont vraiment très ancrés sur la réalité, parce que dessiner, cela nécessite de voir la réalité et non pas de tirer des conclusions hâtives à partir de nos connaissances et de nos suppositions. Moi qui ne sais pas dessiner, avant que je prenne conscience de ça, je me suis rendu compte que si on me demandait de dessiner voilà, une personne au loin qui était dans une posture assise, j'allais tenter de lui faire des jambes qui représentent la taille que j'imagine dans ma tête, et j'allais pas me caler sur ce que je voyais. Et donc avec l'histoire de la perspective, les jambes allaient être complètement disproportionnées. Elles auraient des cuisses beaucoup trop longues, mais enfin, mon personnage il aurait des cuisses beaucoup trop longues, alors que puisqu'elles sont en perspective, normalement elles doivent être sur le dessin tricot. Donc vous voyez bien, et ça je pense que toutes les personnes qui ont appris à dessiner savent qu'effectivement il faut qu'elles regardent, qu'elles mesurent les choses et qu'elles partent de ce qu'elles voient et non pas de ce qu'elles croient savoir.
Et ça, c'est quelque chose, cette posture-là, c'est une posture qui me paraît essentielle. Donc j'aimerais bien que vous teniez ça, et c'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit exercice de dessin. Donc maintenant, vous pouvez regarder à titre individuel votre dessin et vous dire est-ce qu'effectivement vous avez dessiné en fonction de ce que vous voyez réellement ou en fonction de ce que vous supposiez. Et comme la feuille de papier, c'est du format 2D et que la réalité elle est en 3D, forcément il y a un décalage. Ok. Donc nous avons de nombreuses entraves à la réalité. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure je venais de vous dire que c'était important pour moi de s'ancrer dans le présent et de bien voir avec lucidité la réalité du présent, donc avec cette histoire de dessin et de partir de ce qu'on voit et non pas de ce qu'on croit voir. En plus de ça, on a nos biais cognitifs qui viennent nous perturber. Donc l'origine de nos biais cognitifs, c'est d'assurer notre survie. Ils ont 3 fonctions essentielles: nous faire prendre conscience d'un danger, nous faire économiser de l'énergie. J'ai tendance à dire de manière caricaturale que l'être humain est feignant, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour faire comprendre qu'on fait plein de choses par automatisme, sans réfléchir, et que c'est très bien comme ça. C'est juste que parfois, ça nous fait justement avoir des biais. Et la 3e fonction, c'est de produire du sens. On a tous besoin de sens, d'où l'intérêt de donner ou de partager un sens qui soit co-construit, qui soit engageant, qui soit fédérateur. On en revient au premier point. Donc nous avons quelques biais qui sont très gênants. Le premier, c'est le biais d'orgueil. En fait, ce biais consiste à croire qu'à partir du moment où on sait quelque chose, ça nous affecte moins. Par exemple, pour les biais cognitifs, c'est le fait de croire qu'une fois qu'on a pris conscience qu'on avait des biais cognitifs, nos biais étaient finalement moins importants. Je peux vous dire que c'est complètement faux. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je parle des biais cognitifs. Mes biais cognitifs sont aussi importants que les vôtres, si jamais vous découvrez ce concept-là aujourd'hui. Donc, nos biais ne disparaissent pas juste comme ça par magie parce qu'on en prend conscience. D'accord? Ils restent là. Donc, j'ai autant de biais cognitifs que vous. On a ensuite le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça consiste à accorder plus d'importance aux données qui viennent confirmer nos croyances, nos opinions, ce qu'on pensait déjà avant. D'accord? Donc ça aussi, il faut s'en méfier parce que il ne suffit pas de le savoir pour qu'il disparaisse. Ça reste malheureusement bien ancré malgré le fait qu'on ait compris qu'on avait ce biais. Enfin, il y a le biais dans 2 groupes. Donc ce biais-là, ça consiste à accorder plus d'importance, plus de valeur, plus de considération aux personnes qui font partie de qui font partie de notre groupe, que l'on considère proches de nous, avec lesquels on a des affinités. Voilà, donc là c'est pareil, c'est encore un biais. Et tout ça, ce sont des biais, encore une fois, qu'on a pour notre survie. Parce que ça nous renforce, ça nous protège quelque part de l'ennemi. Voilà. Et on a un biais aussi, on appelle ça le biais de négativité, c'est le biais qui consiste à accorder plus d'importance aux éléments négatifs qu'aux éléments positifs parce que ça nous protège du danger. Et ces biais-là, biais d'orgueil, de confirmation, c'est surtout que ça nous fait faire de l'économie d'énergie. Ce sont en fait des autoroutes neuronales desquelles on sort que difficilement. C'est un effort en fait de le faire. Tout ça, c'est pour une question d'économie d'énergie. Je vais vous faire un petit exercice, une petite devinette pour vous montrer cette notion de biais cognitif que nous avons. Donc la devinette, la voici. Je suis le frère de 2 aveugles, pourtant ces 2 aveugles ne sont pas mes frères. Comment est-ce possible? Donc là, je vous laisse répondre. Quand vous avez trouvé, vous demandez le micro pour nous donner la réponse. Enfin, je vais vous laisser quand même 2 minutes maximum. Je vais vous demander à Assène le micro dès que vous avez une hypothèse. On attend la bonne réponse d'une femme généralement. Oui, c'est les sœurs. Plus intelligentes que les hommes.
Et alors là, je vais vous dire quelque chose. Déjà, bon, ça, je suis pas sûre de ça. Et la deuxième chose, c'est que les biais cognitifs n'ont rien à voir avec l'intelligence. D'accord? Ce sont juste des autoroutes neuronales. On a qui, voilà, c'est juste, faut prendre parfois des chemins de traverse et Oui. Bonjour. Et si ces deux aveugles étaient des filles? C'est ça. Merci beaucoup. Il y a une autre possibilité en fait. Il y a une autre possibilité si quelqu'un veut tenter sa chance. Il y a un autre biais. Mais bravo. Qui trouve une autre explication? Il y a une réponse, je pense. Je vais tenter. Les C, deux aveugles, n'en parlent pas des frères. C'est une indication à d'autres personnes. Si c'est vraiment ces indications, ça, le C renvoie à ces deux aveugles-là. Tout à fait. C'est une autre solution. Enfin, c'est une autre. La solution que j'attends est ailleurs. C'est une piste plutôt. D'autres réponses? Il reste 6 secondes. Pas de réponse. Je vais vous la donner. Donc il y avait la première, ces deux aveugles sont mes deux sœurs, et je suis du verbe suivre, le frère de deux aveugles. On peut le mettre au passé, je suivais le frère de deux aveugles, pourtant ces deux aveugles n'étaient pas mes frères. Vous voyez? Donc là, ça montre bien en fait que là, on était sur une autoroute neuronale. On a tous perçu, moi aussi, hein, je vous rassure, quand je l'avais faite pour la première fois, quand j'ai découvert cette devinette, on a tous vu le verbe être là. Et on n'en est pas sorti. On n'a pas pris un petit chemin de traverse en nous disant mais si c'était un autre verbe, quel autre verbe pourrait être conjugué et donner suis? Donc il y a le verbe suivre. Ok? Voilà un exemple de biais cognitif. Donc il y a autre chose qui est très important dans la réalité, dans le fait de voir la réalité telle qu'elle est, c'est voir la réalité des autres. Et donc là on tombe sur la notion d'empathie. Donc l'empathie, vous voyez ici l'illustration, c'est difficile d'être empathique. On a tendance à être spontanément dans le jugement, dans la projection ou dans le jugement. Donc l'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu, et aussi dans un sens plus général de ses états non émotionnels comme ses croyances. Je vais vous présenter un autre exercice. Donc, je vais arrêter de partager. Je vais me mettre sur une vidéo et vous allez me dire ce que vous voyez. Je crois que je suis pas sur la page. Excusez-moi. Peut-être que si tu mets beaucoup d'impôts, tu songes à investir dans du binaire ou d'autres solutions de défiscalisation. J'aimerais que vous me disiez dans quel sens vous voyez tourner cette danseuse.
Qui la voit parmi vous tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Levez la main, s'il vous plaît. Et qui la voit tourner dans le sens inverse? Est-ce qu'il y a des personnes qui la voient tourner dans le sens inverse? Là, je vois plus de mains levées. Oui, non? Oui et non, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous la voyez changer de sens? Oui, elle change. Oui? Non? Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, hein? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Personne. Ok. Donc en fait, vous avez vu que vous voyez la danseuse tourner dans les deux sens, enfin dans un sens ou dans un autre, voire la changer. En fait, cette vidéo, elle est faite pour être vue tourner dans les deux sens. Donc il y a des personnes qui la voient toujours tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, d'autres toujours dans le sens inverse, et d'autres qui la voient changer. Et contrairement au test d'illusion optique, où on arrive, je ne sais pas si vous connaissez la vieille fille, la vieille dame et la jeune fille, on arrive en ajustant notre regard à voir d'autres choses. Ici, à part de rares personnes, ça s'impose à nous. On n'arrive pas à voir ce qu'on veut, mais on constate bien qu'on ne voit pas la même chose. Donc pour moi, c'est une énorme leçon d'humilité. C'est pour vous montrer que il ne suffit pas de vouloir se mettre à la place de quelqu'un pour vraiment voir le monde à sa manière. C'est extrêmement personnel, c'est extrêmement singulier. Et la personne, là vous avez vu que votre voisin potentiellement il voyait l'opposé de vous, ça c'est pour tout dans la vie. Donc voilà, c'est pour moi le message que j'ai à transmettre, c'est que c'est compliqué d'être empathique. Il ne suffit pas de se dire bon, ben, je vais vouloir l'être. En même temps, il faut l'être. Il faut faire cet effort-là, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a posé 3 questions et qu'on a l'impression d'avoir à peu près compris la personne que ça suffit. C'est vraiment un effort de longue haleine. Donc l'incarnation au quotidien de l'empathie, je vous donne un exemple ici. Ça, c'est aussi des exercices que je fais souvent faire lors de mes... des exercices, on va dire, pour avancer sur des problématiques. C'est des étapes dans ma démarche. Donc, je demande aux participants de se mettre à la place d'autres personnes en prenant une posture d'empathie. Et donc, une fois, j'ai eu cet exemple-là. Ma chef a besoin de déléguer. Donc, en fait, l'empathie, c'est vraiment aller identifier les besoins des autres personnes. Sauf que quand on dit « ma chef a besoin de déléguer », c'est un abus de langage, en fait. Ça veut dire « il faut que ma chef délègue » ou « je voudrais que ma chef délègue ». D'accord ? Et en fait, si je me mets dans une posture d'empathie et que je m'efforce de comprendre que ma chef est là, non pas besoin de déléguer, ça c'est moi ce que je voudrais qu'elle délègue. Donc je dis elle a besoin d'eux, c'est là où il y a un défaut de langage, c'est la projection de ce que je voudrais. Mais a priori, quand il y a une tension, quand il y a une personne en face de nous qui fait quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on aimerait qu'elle fasse, c'est qu'il y a 2 besoins en tension et que son besoin, il est a priori à l'opposé de ce qu'on voudrait nous. Donc elle a sans doute besoin de contrôler, au contraire de déléguer. Alors dans quel but elle aurait besoin de contrôler? C'est là où ça devient intéressant parce qu'on peut commencer à faire des hypothèses. Donc on n'est pas sûr de ce qu'on dit, mais l'idée c'est de faire le maximum d'hypothèses en étant dans une posture d'empathie et en sortant de cette posture soit de projection, soit de jugement. Parce que par défaut, on est dans le jugement, souvent, très souvent. Donc dans quel but elle a besoin de contrôler? C'est peut-être pour obtenir une vision globale de la situation avec la certitude qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, ça nous donne des informations sur quel est le vrai problème et comment on va pouvoir y apporter une vraie solution. Ok. Alors, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de voir la réalité avec le maximum de lucidité.
Donc on s'appuie sur le fait qu'on essaye d'être le plus empathique possible et non pas dans la projection et le jugement. D'ailleurs, je vais refaire un petit retour en arrière parce que j'ai une autre anecdote à vous dire sur ce sujet-là. Je fais parfois l'exercice pour bien faire sentir aux personnes que j'accompagne ou que je forme le fait que c'est difficile d'être empathique. Et je leur demande de jouer un jeu de rôle. Une personne doit défendre un point de vue qui est socialement jugé inacceptable. Donc c'est bien un jeu de rôle, hein. Donc la personne elle change de prénom et elle joue le rôle d'une personne, par exemple, qui est contre le fait de protéger la planète. Voilà. Et les autres personnes ont pour consigne de l'interroger pour la comprendre avec empathie. Et ensuite, on fait un débriefing et je leur fais prendre systématiquement conscience, c'est toujours le cas, qu'ils ne l'ont pas interrogé avec empathie, mais qu'ils l'ont interrogé avec jugement. Alors que j'avais juste avant bien expliqué ce que c'était que l'empathie et que je leur avais vraiment donné très clairement la consigne de l'interroger avec empathie. Tout ça pour vous dire que c'est très fréquent. Quand on est face à des personnes, c'est très facile d'être empathique avec des personnes qui pensent comme nous. C'est beaucoup plus difficile d'être empathique avec des personnes qui défendent des points de vue qui nous choquent. Ou alors juste des personnes qui nous agacent. Parce que peut-être que dans le monde de l'entreprise, c'est rare qu'on soit choqué, mais en tout cas, parfois, on est juste agacé. Et quand on n'arrive pas à comprendre la personne, quand on n'arrive pas à adhérer à ce que pense la personne, on n'arrive pas à comprendre. Donc en fait, dans ce petit exercice de jeu de rôle, je leur fais prendre conscience qu'ils n'ont pas du tout été dans une posture d'empathie, qu'ils ont été dans une posture de jugement et que l'intention cachée de leur question, c'était, enfin pas si caché que ça d'ailleurs, c'était de faire changer la personne d'avis, de lui faire prendre conscience qu'elle disait n'importe quoi et qu'elle avait tort de penser comme ça. Donc ça, c'est un point hyper intéressant, c'est vraiment prendre conscience que, encore une fois, en général, on a besoin d'être empathique pour résoudre un problème. Et donc s'il y a un problème, c'est qu'on est en tension. Et donc si on est en tension, c'est qu'on est sur des points de vue assez extrêmes. Et pour réussir à désamorcer ça, il faut réussir à dissocier adhérer et comprendre. On peut tout à fait, et c'est ça l'objectif, chercher à comprendre une personne, à voir le monde de son point de vue, sans du tout adhérer à ce qu'elle dit, en fait. Et c'est là où on arrivera à trouver des solutions, parce que par exemple dans mon cas, si on comprend que la personne, elle s'en fiche, on va dire, de protéger la planète, parce qu'on a compris que elle pensait que les ressources étaient éternelles et qu'elle ne voyait pas le problème, bah, ça nous donne des éléments pour savoir sur quoi agir, en fait. D'accord ? Une autre aide, par rapport à la compréhension du monde, que j'aime beaucoup, c'est la fable des aveugles et de l'éléphant. Donc en fait, cette fable, je l'utilise parce que c'est une métaphore qui est ensuite très utile pour mettre les personnes avec lesquelles je travaille dans un bon état d'esprit de co-construction. Donc en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, pour les autres, en fait, il s'agit d'une fable indienne qui raconte que en Inde, 6 aveugles très curieux et très instruits se sont réunis pour aller compléter leur savoir et pour aller découvrir ce que c'était qu'un éléphant. Donc comme ils sont aveugles, pour découvrir l'éléphant, ils l'ont touché. Et donc il y en a un qui a dit un éléphant c'est comme une corde en touchant sa queue, l'autre a dit un éléphant c'est comme un tronc en touchant sa jambe, un autre a dit l'éléphant c'est comme un mur en touchant son flanc, l'autre a dit un éléphant c'est comme un éventail en touchant son oreille, l'autre a dit l'éléphant c'est comme une lance en touchant sa corne, etc. L'autre a dit c'est comme un serpent en touchant sa trompe. Et donc là, ils sont mis à s'engueuler, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour dire à quoi ressemblait un éléphant, ce que pouvait bien être un éléphant. Et un vieux sage passe par là et leur demande pourquoi ils s'engueulent, donc il leur explique qu'on n'arrive pas à nous mettre d'accord. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Bien évidemment, vous avez deviné la chute, il leur dit l'éléphant, c'est la somme de tout ça,
détenez tous un bout de la vérité, de la réalité, et vous en avez. C'est tous ensemble que vous pouvez construire la vision de l'éléphant. Donc cette fable, elle est très intéressante parce qu'elle permet de se rendre compte qu'à plusieurs, on arrive mieux justement à avoir une représentation de la réalité. Et si on est très différents, si on est dans une équipe, on va dire, pluridisciplinaire, nos biais cognitifs, on peut espérer qu'ils peuvent se compenser. Si on est très nombreux, mais avec, on va dire, un même formatage, il est possible que nos biais cognitifs, au contraire, se renforcent. Donc l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans des équipes avec des personnes les plus diverses possible, pour avoir justement cette meilleure vision possible de la réalité. Une autre aide qui est intéressante, qui est aussi très liée au design, c'est de mettre la forme au service du fond. Donc Victor Hugo disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Voilà un petit exemple de forme mis au service du fond, donc c'est-à-dire de dessin mis au service d'un message. Voilà, l'idée c'est de rendre que quelque chose de visuel produise du sens. On est encore sur la recherche du sens. Hein, vous voyez bien la forme au service du fond. Le fond, c'est le sens. Donc ici, c'est en fait un peintre qui a peint le plafond de l'espace fumeur d'un restaurant avec un message assez... Enfin, le tableau qu'il a fait donne un message assez explicite de l'impact de la cigarette. D'autres exemples liés au monde du travail, de la visualisation des données, donc de la forme au service du fond. Donc ça, c'est vraiment sur l'incarnation au quotidien de ce principe. Donc c'est cette capacité à travailler de manière visuelle et aussi à manipuler en fait des symboles. Donc l'intérêt, c'est que ça nous permet de minimiser nos biais, et notamment notre biais de confirmation, et ça nous permet d'analyser les données de manière plus rapide et plus efficace. Comment ça nous permet de minimiser nos biais? Par exemple, lorsque je travaille et puis que je fais rechercher des personnes, que je fais travailler des personnes sur la recherche, sur l'identification des besoins d'un certain nombre de parties prenantes, je leur donne des couleurs, des codes couleurs. Donc chaque partie prenante a sa couleur, et ensuite je note sur des post-it les différents besoins qu'ils ont identifiés, et ensuite je leur demande de regrouper les différents post-it par affinité pour identifier des grandes catégories de besoins qui vont émerger. Et donc là, c'est intéressant parce qu'ensuite, le code couleur donne de l'information. Et par exemple, s'il y a une catégorie de besoins avec énormément de couleurs, ça veut dire que c'est un besoin qui est communément partagé. Alors que s'il y a une catégorie de besoins avec une seule couleur, ça veut dire que apparemment, ce besoin-là, il n'est pas partagé, il est porté par une seule catégorie de personnes, par une seule personne. S'il y a un besoin qui se retrouve tout seul, parce qu'on a l'idée, c'est d'éviter des groupes fourre-tout, ça donne aussi de l'information. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui est un peu minoritaire, mais il existe quand même. Donc ça nous permet d'analyser en fait la réalité sur laquelle on a travaillé, ce qu'on est allé chercher comme information, tel un inspecteur ou un anthropologue, et tout en évitant d'y mettre nos biais. En fait, on se base pour analyser sur ce qu'on voit visuellement, et non pas sur « ah oui, non mais moi je suis d'accord avec ça, donc je vais un peu tirer la couverture à moi et convaincre les autres que c'est ça qui est important ». Là, en fait, on a tous la même information, la même visualisation, et ça permet de voir ce qui ressort de manière beaucoup plus neutre, beaucoup plus objective. Et c'est aussi extrêmement efficace et plus rapide, en fait. On passe beaucoup de temps en amont pour collecter cette information et la mettre en forme, mais ensuite, pour en tirer des conclusions, finalement, c'est un gain de temps énorme. La troisième aide, par rapport à toujours cette nécessité d'être au contact de la réalité, avec cette posture d'humilité, de savoir qu'on ne sait pas et de se méfier de nous-mêmes, quelque part, c'est ça l'humilité. C'est vraiment savoir qu'on ne sait pas tout, donc se méfier de soi-même. Donc c'est la confrontation à la réalité.
Donc là, on reprend une posture, vous voyez que tout ce dont je vous parle, tout ce que je vous transmets là, c'est vraiment lié à des activités qui sont manuelles. Il y a le côté du dessin, il y a le côté vraiment de la manipulation des données, de la visualisation, et là, on rentre dans la matière. Donc là, c'est comme Soulage disait, ce que je crée m'apprend ce que je cherche. Donc toutes les personnes manuelles savent que quand elles créent quelque chose de nouveau, ça ne va jamais sortir tel qu'elles l'ont imaginé. Que c'est un leurre de croire que quand on crée quelque chose de nouveau, ça va se passer tel qu'on l'avait planifié. Et ça, c'est un leurre qui est assez courant, malheureusement, dans le monde de l'entreprise, parce qu'en école de commerce, on n'apprend pas du tout ça. On apprend de la planification et on n'apprend pas que c'est normal que quand on crée quelque chose de nouveau, ça rate. Ça ne se passe pas comme prévu. Sans parler de rater, justement, c'est pas que ça rate, c'est juste que c'est inhérent au processus de création. C'est ma vidéo qui s'est lancée là, ou c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Furnic, donc, qui est médecin, neuropsychiatre, néopsychiatre. Voilà, excusez-moi, c'est après ma danseuse. Je reviens. Vous voyez toujours mon écran, je l'ai enlevé. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est cette nécessité cette prise de conscience que c'est normal quand on crée quelque chose de nouveau, que ça ne se passe pas comme prévu. C'est inhérent au processus de création. C'est quand on reproduit quelque chose, c'est normal que ça se passe plus ou moins comme prévu, mais quand on crée quelque chose, c'est un leurre de croire que ça va se passer tel qu'on l'a imaginé. Il y a toujours des surprises. Donc, ça veut dire que ça nécessite d'aller se confronter à la réalité pour en tirer des enseignements. Donc c'est aussi Nelson Mandela qui disait « Je ne parlerai jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors comment on incarne au quotidien cet état d'esprit d'humilité dont je viens de parler longuement? Donc c'est vraiment de prendre conscience de nos préjugés, de nos angles morts, du fait qu'on ne sait pas, sans non plus culpabiliser, parce que c'est juste humain, c'est normal, hein, on est fait comme ça, c'est encore une fois pour nous permettre de faire des économies d'énergie dans notre cerveau. Et donc, sachant ça, c'est de s'aider de tout ce qui peut nous aider à y voir plus clair et avoir plus de lucidité sur la réalité. Donc, c'est le développement de l'empathie, c'est la fable de l'éléphant, et s'entraider entre nous et faire appel à des personnes qui ont des points de vue différents pour avoir une vision globale de la situation. C'est s'appuyer sur la visualisation, pour éviter à nos biais cognitifs de faire des raccourcis trop vite, comme avec tout à l'heure « je suis ». Effectivement, ça peut être le verbe « être », mais ça peut être aussi le verbe « suivre ». Et c'est aussi, cependant, toujours se rappeler que la carte ne sera jamais la réalité, mais qu'une représentation imparfaite de la réalité. Donc la visualisation, c'est beaucoup mieux que de rien faire. Moi, je vous invite vraiment à utiliser tout ce qui est visuel pour vous aider, surtout quand vous travaillez en groupe, puis même tout seul, en fait. Ça permet de poser les choses à plat. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans le travers qui est parfois celui que j'ai ressenti moi et que j'ai connu des écoles de commerce quand on fait des pestels, voilà, différents canevas, des business models, toutes les trames qui nous sont données. On a parfois tendance à trop se reposer sur cette représentation-là, comme si c'était la représentation de la réalité. Donc la carte n'est jamais le territoire, c'est l'illustration avec le dessin image sur le côté. Voilà, vous voyez bien que la voiture, en termes d'échelle, il y a un problème. Et on sait bien aussi que, par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai fait dessiner, un dessin, c'est en 2D, donc ça ne peut pas être la représentation parfaite de la réalité qui est en 3D.
Et le dernier point, c'est de toujours se confronter à la réalité du terrain, parce qu'il n'y a que ça, en fait, qui nous permettra d'y voir clair. Tel un artiste qui découvre une nouvelle matière et la réaction de cette matière lorsqu'il la travaille. La troisième posture qui est essentielle pour engager les personnes, pour dynamiser vos équipes, parce que vous le savez bien, dans le monde de l'entreprise, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on est toujours face à des problèmes à résoudre, à des projets de transformation, à des choses nouvelles à mettre en place. D'autant plus là maintenant, avec la pandémie, toutes les entreprises ont été, c'est incroyable au niveau mondial, comme nous avons tous eu à un niveau individuel et collectif à nous réinventer. Donc ici, la troisième posture que j'ai envie de vous partager, c'est de oser être créatif sans avoir peur du ridicule. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas créatives, voilà. Mais en fait, c'est une question déjà de oser. Oser sortir du cadre. Ok. Donc là, je vais vous faire un autre petit exercice. Je vais vous proposer de réfléchir à cette situation. Vous avez un gâteau et 3 lignes droites. Et quel est le plus grand nombre de parts que vous puissiez obtenir en coupant votre gâteau avec ces 3 lignes droites? Donc voilà la consigne. Un gâteau, 3 lignes droites. Quel est le nombre de parts que vous pouvez obtenir avec ces 3 lignes droites? Et vous n'avez pas le droit de me poser de questions. Donc là, je ne veux pas prendre des questions au micro parce que vous risqueriez de vous donner des indices que je ne souhaite pas. 2 minutes ou bien 1 minute pour réfléchir? Je vous donne 2 minutes. Okay. Il reste 1 minute. Qui a la réponse? Qui a plus de 7 parts? 7. On a trouvé 7 parts. Qui a plus de 8 parts? J'ai 8. 8. Qui a plus de 10 parts? نخرج بهذا البروجيكت مش نقدر نسوي. Quelqu'un a plus de 10 parts? J'ai 8. 8. Est-ce que quelqu'un a plus de 10 parts? Pas encore. Ok. Alors il reste 8 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En fait, on a 2 réponses, 7 parts et 8 parts. D'accord. Alors je vais vous montrer la solution. Ok, ça marche. Qui a dit que le gâteau était rond, carré? Ça c'est bien dit. Vous voyez, donc on peut avoir un nombre infini de parts. Parce que je vous ai dit que les couteaux c'était des lignes droites. Okay. Donc en fait, ici, vraiment, l'incarnation au quotidien, si vous devez retenir ça, à chaque fois que j'ai mis incarnation, c'est vraiment ce que vous pouvez en retenir au quotidien et vraiment le travailler pour vous. C'est à chaque fois que vous cherchez des idées ouvertes, pensez à qui a dit que sortir du cadre, qui a dit que ça devait être comme ça.
D'accord? On est tous partis, là c'est encore une autre autoroute neuronale, on est tous partis que le gâteau, il avait une certaine forme classique, habituelle pour nous, et on n'a pas pensé, on n'a pas eu l'idée, on n'a pas imaginé que le gâteau, il pouvait avoir une autre forme. Ok? Alors, comment concrètement on fait pour incarner ces postures et les mettre au service de l'entreprise? Au-delà, voilà, de vraiment d'essayer à titre personnel de l'incarner, de le pratiquer, ce que j'ai essayé de vous transmettre là tout à l'heure. L'idéal, c'est de travailler en mode projet, avec un temps dédié, une équipe dédiée et un but, le fameux sens, défini. Okay. Avec un guide aussi, qui suit une démarche bien précise, bien définie, qui sait là où il veut vous amener, en tout cas comment il veut vous y amener, et qui insuffle ces postures dont je viens de vous parler. Et également qui protège l'équipe d'éventuelles injonctions extérieures. Donc vraiment l'idée, enfin moi c'est vraiment ce que je mets en place pour transformer, pardon c'était la fin de l'exercice précédent, pour transformer les entreprises, c'est vraiment le travail en mode projet où je suis le guide, qui suit la démarche, qui insuffle ses postures dans l'équipe projet, sur un temps dédié, avec une problématique définie à laquelle on doit répondre. Et mon objectif, mon but aussi, enfin mon rôle, c'est de protéger, c'est pour ça que j'ai mis cette photo là dans une bulle, c'est de protéger l'équipe projet d'éventuelles injonctions ou perturbations extérieures. Donc le temps du projet, c'est souvent des projets qui s'intègrent dans leur vie au quotidien, donc c'est avec des horaires dédiés, ça peut être voilà, certains jours, à mi-temps, etc. Mais pendant le temps du projet, les personnes ont la possibilité de travailler autrement, de penser autrement, de faire autrement, sans être parasitées par des injonctions extérieures. Et après, donc c'est un peu une période un peu schizophrénique pour eux. Et le reste du temps, lorsqu'ils ne sont plus dans le projet, ils retrouvent leur manière de travailler habituelle. Et j'y crois vraiment, enfin en tout cas, moi tout ce que j'ai pu constater, c'est que ça marche, parce que il y a un objectif, il y a un début, il y a une fin, il y a un cadre, il y a une bulle de protection, et on avance comme ça ensemble. Et cette démarche, la voici, donc c'est la démarche de recherche de solutions des designers, avec différentes étapes. Je vois qu'il est 23. Donc voilà, donc la première étape, c'est vraiment comprendre les parties prenantes avec empathie, reformuler la problématique, ensuite chercher des idées, les développer, donc prototyper, tester, aller se confronter à la réalité, et ensuite présenter les solutions qui ont été imaginées, de manière à ce que les personnes arrivent à les comprendre facilement, parce que si ce n'est pas le cas, c'est dommage, ils ont un peu travaillé pour rien. Et enfin, la dernière étape, la préparation du lancement, toujours en mode expérimental pour limiter les résistances au changement et faciliter les ajustements. En fait, positionner les personnes qui vont bénéficier de ces solutions en posture de contribution plutôt qu'en posture de résistance. Parce qu'elles ont déjà connu tant de projets de transformation qui n'ont pas fonctionné que par réflexe, elles se disent « Oula, encore quelque chose, par réflexe, je ne suis pas sûre que je vais adhérer. » Et donc les résultats, c'est des projets réussis, des collaborateurs engagés, des postures vertueuses qui se diffusent dans les entreprises et des entreprises dynamisées. Parce que si le travail est au départ dans une bulle, les personnes qui ont participé au projet ont changé. Et elles vont, malgré elles, en conscience, elles vont aussi continuer à diffuser ces postures auprès de leurs collègues, et donc ça aura un effet bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc il est 25. Si vous souhaitez avoir ces slides, je pourrais vous les communiquer. Je vous aurai quelques exemples de projets. Il y a aussi ma formation, enfin, j'ai mis juste la première présentation. Voilà, si vous souhaitez me contacter, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'inviter sur LinkedIn ou m'envoyer un email et je suis à votre écoute pour vos questions.
On va prendre quelques questions, donc Il reste. je vais vous poser une ou deux questions. Comme ça l'a jamais Vous avez... Non, vous avez des profitez des questions quelques minutes qui restent. Je pense, Aurélie, si on peut finir en beauté, là, avec quelques conseils Alors, je vais... pratiques, comme ça. Comment? Quelques conseils pratiques, vu qu'il n'y a pas quelques conseils. Quelques conseils pratiques. En fait, moi je pense que bon, ce à quoi j'ai envie de vous inviter, c'est vraiment de réfléchir à chaque fois à ce que j'ai appelé incarnation. Ça veut dire, c'est à mon sens des choses que vous pouvez vraiment faire concrètement au quotidien, vous tout seul, pour ressentir ce que j'ai voulu vous transmettre. Et l'autre conseil pratique que j'aurais envie de vous donner, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez effectivement mettre en place à votre niveau, à des tout petits pas, des tout petits projets, avec cet état d'esprit-là, pour en fait oser faire, mais sans vous mettre en danger, donc petit, pour voir comment ça se passe. Mais sans viser trop, à partir vraiment en mode boule de neige pour assumer en fait les risques que vous prenez et pouvoir constater par vous-même là où c'est intéressant, là où ça ne l'est pas, être dans une posture d'apprentissage. Mais de ne pas vouloir prendre des marches trop hautes parce que sinon vous allez soit pas oser les prendre, soit avoir peur soit vous casser la figure. Donc, voilà, mais je pense qu'à tout petit niveau, vous pouvez choisir certains éléments de cette présentation et dire je le teste dans mon équipe. Je le teste déjà pour moi tout seul, je le teste dans mon équipe. Je mets en place un projet, je vais essayer de le mettre déjà de bien effectivement protéger le groupe et puis d'insuffler quelques-unes de ces postures. Aurélie, on a une petite question. Voilà. Oui. Oui, bonjour Aurélie. En fait, je voulais savoir, en tant que DRH, comment intégrer cet état d'esprit, en fait, ce mindset de design thinking avec les collaborateurs ou en entreprise. Alors, je pense que la meilleure manière d'intégrer ce mindset, c'est d'avoir des personnes en interne qui soient vraiment formées. C'est pour ça que je développe ma formation, qui est celle-ci, là, qui est devenir autonome pour concevoir et faciliter des projets de transformation par le design thinking. Mon objectif, c'est que les personnes qui ont suivi cette formation, et c'est une formation de 30 heures sur 5 jours, et il y a également un accompagnement à l'expérimentation, parce que c'est une formation qui est certifiante, et la certification consiste à expérimenter, et moi je suis là pour accompagner les personnes qui expérimentent. Et après, elles peuvent mener des projets en interne, en mode, comme je vous l'ai dit, projet, protégé, etc. Pour moi, c'est la meilleure manière d'infuser cet état d'esprit, parce que sinon, si ça ne s'incarne pas vraiment dans un projet, c'est très difficile de le mettre en place au quotidien. Il y aura toujours des personnes qui essayeront, mais elles se retrouveront face aux manières de faire habituelles de l'entreprise qui auront toujours plus de puissance. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut le faire à fond, très bien, sur un petit périmètre qui soit dans une bulle, qui soit protégée. C'est vraiment pour moi cette image-là. Voilà, c'est ça, quoi. Pour moi, le secret, la porte d'entrée, elle est là. C'est vraiment réussir à mettre en place un mode projet, avec un temps dédié, une équipe dédiée, un but défini, ça veut dire sur une problématique définie, avec une personne qui guide les participants en suivant cette démarche, et donc qui fait attention à la posture, que la posture soit toujours là, et qui protège l'équipe durant le temps de ce projet, de
toute interférence extérieure. Donc, enfin, que vous dire? Moi, je crois beaucoup, sinon je ne le ferai pas en ma formation. Donc, et c'est son objectif vraiment de rendre les personnes autonomes pour mettre des choses concrètes en place qui, elles seules, à mon avis, pourront avoir un impact dans l'entreprise. Sinon, une autre manière de faire, c'est de faire faire des conférences de sensibilisation auprès d'un maximum de personnes pour leur donner envie aussi à elles d'expérimenter des choses. Mais il y a deux manières. Soit c'est vraiment commencer petit sur des choses très concrètes et très abouties auprès d'un nombre restreint de personnes, soit c'est de diffuser des graines un peu partout, ou néanmoins ça ne marchera que si à un moment donné il y a des personnes qui font quelque chose d'extrêmement concret et qui peuvent ensuite en parler et en démontrant par la preuve, en faisant comme ça, on a fait ça, etc. et ça a marché. Et là, ça a un effet boule de neige qui est extrêmement intéressant. On vous remercie, Aurélie Marchal, merci. Merci. Merci aussi pour votre attention. Merci votre beaucoup. invitation et puis pour votre écoute. Et voilà, mais écoutez, c'est un petit peu frustrant d'être à distance parce que j'aurais bien aimé ressentir, là je ne vois pas vous le visage, comment vous avez perçu voilà, la conférence, mais peut-être que j'aurai un retour. Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.